Notre invité ce matin pour son entretien d'embauche, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Ça vous fait tiquer, entretien d'embauche? Ah, carrément. Mais pourquoi? Parce que je considère que c'est Qui pas embauche? Bah, ce sont les Français, c'est pas les journalistes. Bon, bah, d'accord, bah, c'est pas moi qui embauche. Oui, mais en général, celui qui fait l'entretien, c'est celui qui décide qui doit être choisi. Pardon? Ah bah, celui qui fait l'entretien regarde d'embauche. Oui, mais en général, l'entretien d'embauche, ça se passe Bon. en face à face. Là, nous avons quelques témoins. Non, mais on est bien d'accord. Bon. Non, mais Les tant que c'est témoins, pas vous, radio et télé. tant que c'est pas vous qui choisissez, Non, ça mais me c'est rassure. pas moi qui choisis. Oh là là, j'aurais pas cette prétention-là, je vous dis tout de suite. Marine Le Pen, tiens, avant de parler de choses extrêmement sérieuses, pas de drapeau européen hier soir sur TF1 à votre demande, mais pourquoi? Mais parce qu'encore une fois, je suis candidate à l'élection du président de la République française. Voilà. Et je considère que l'Union européenne a entamé la souveraineté de la France. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais c'est pas une question d'ennemi. L'Europe n'est pas notre ennemi, mais l'Union européenne se comporte à l'égard de la France comme une ennemie, puisque elle brime son économie, elle nous empêche de nous protéger contre la concurrence internationale déloyale, elle nous empêche de protéger nos frontières contre l'immigration massive et contre le risque terroriste. Donc non, j'ai pas envie d'avoir le drapeau européen derrière moi. Bien, 8h30, 9h, donc actualité, proposition, programme, et 9h, 9h30. Ça sera un peu plus personnel, Marine Le Pen. Alors, deux hommes, 29 ans et 23 ans, soupçonnés de préparer un attentat, ont été arrêtés à Marseille. Des armes, des explosifs ont été découverts dans leur appartement, panoplie de djihadistes. Aucune cible précise n'a été identifiée. Est-ce que ce matin, vous remerciez la police et les services de sécurité pour leur efficacité ? Évidemment, ils sont très efficaces. Le problème, c'est qu'ils ne reçoivent pas les ordres politiques. C'est les politiques qui est défaillant dans l'intégralité de la guerre qui doit être menée aux terroristes. Ce sont pas les policiers, ce sont pas les services de renseignement qui travaillent très bien et souvent dans des conditions difficiles parce qu'ils n'ont pas les effectifs. Mais là, ils ont travaillé sous les ordres des politiques, quand même, Marine Le Pen. Non mais oui. Moi, je vais vous dire clairement ce que je vais faire moi quand je serai présidente de la République pour soulager nos forces de renseignement. On va y venir. Je voudrais terminer. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Vous ne serez pas interrompu 190 fois, je sais pas combien de fois, puisque vous m'avez reproché, fait ces reproches. Vous remerciez donc la police et les services de sécurité, on est bien d'accord. Aucune cible particulière n'a été identifiée. Est-ce que vous estimez que des candidats ont récupéré ou pas cette affaire? Non, je veux pas rentrer honnêtement dans ce débat. Je veux pas rentrer dans ce débat. Nous sommes tous honnêtement la cible. Des cibles, pas nous tous candidats, nous tous français. Nous tous français. Voilà. Bah, nous tous français. Quand même, je sais que vos équipes de campagne, la vôtre et celle de tous les candidats, ont été avertis la semaine dernière. Hein, c'est bien cela. Oui, nous avons été avertis. Nous avons reçu la photo de ces deux individus. Et donc, voilà, les services de sécurité qui sont chargés de cela ont fait le nécessaire. Marine Le Pen, lundi soir en meeting, puisque vous voulez parler de vos propositions, allons-y. Lundi soir en meeting à Paris, vous avez dit, je vous cite avec moi, il n'y aurait pas eu de Mohamed Merah, français grâce au droit du sol, il n'y aurait pas eu les attentats du Bataclan et du Stade de France. C'est ce que vous avez dit. Oui. Pourquoi ? Simplement parce que les mesures que je veux mettre en œuvre n'auraient pas permis à ces personnes d'être soit sur notre territoire, soit en liberté. Pour une raison très simple, c'est que je souhaite que les fichiers S étrangers soient immédiatement expulsés de notre pays. Or, c'était le cas, par exemple, de l'assassin épouvantable de Nice, qui était un Tunisien. Il n'était pas fichier S. Il était condamné. Il avait été condamné. Tous les étrangers. Est-ce qu'il était fiché S? Non, mais tous les étrangers qui sont fichés S ou qui sont condamnés ou qui ont été condamnés, quel que soit le délit, vous m'entendez bien, doivent rentrer chez eux. Voilà. Est-ce que Kouachi avait été condamné? Parce que Kouachi, oui, Kouachi. Non. Non. Non mais vous plaisantez, j'espère. Kouachi, l'un des deux frères, n'a jamais été condamné. D'accord, mais son frère avait été condamné en 2008 à 3 ans de prison. Pas de casier judiciaire. À 3 ans de prison pour avoir participé à la filière des buts de Chaumont, qui était une filière qui avait entre autres tenté de faire évader un terroriste du GIA. Donc encore une fois, le frère aurait pu quand même faire l'objet d'une fiche S lui aussi. Donc je rappelle mes propositions, elles sont très claires, les Français doivent les entendre. Allez-y. Tout fichier S étranger doit être immédiatement expulsé. Tout étranger condamné à un délit ou à un crime doit être expulsé de notre territoire. Nous n'avons aucune raison de garder sur notre territoire des gens qui viennent et qui commettent des délits ou des crimes sur notre territoire. Tous les binationaux fichiers S doivent faire l'objet d'une procédure, d'une condamnation à la déchéance de la nationalité et à une expulsion. Quant aux Français,
qui sont coupables de relations avec une entreprise terroriste. Eh bien, ils doivent être jugés et condamnés en vertu de l'article 411.4 sur l'intelligence avec l'ennemi. Mais cet article, il nécessite qu'on fasse la liste des organisations qui sont ennemies de la France. Elle n'est pas faite. Elle n'existe pas. Donc, est-ce qu'on se donne les moyens aujourd'hui de répondre aux dangers qui existent? Moi, je vous dis non. Aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens. Voilà. Bien, on ne se donne pas les moyens. Sur les 2 hommes qui ont été arrêtés là, l'un des 2 est français. Oui, d'ailleurs, les 2 sont français, mais enfin l'un des deux, oui, les 2 fichiers S, vous avez entièrement raison, mais l'un des 2 issu d'une famille catholique, français arriver, comme vous et moi, d'origine française. Mais ça peut arriver, Monsieur Bourdin, c'est pas le sujet, moi. Moi, le sujet qui est le mien, ça n'est pas celui-là. Lorsque vous dites Mera, par exemple, j'aurais pu empêcher. Je comprends pas. Pourquoi et comment auriez-vous fait? Délinquant récidiviste qui à 18 ans avait déjà un casier judiciaire. Non, par le droit du sol. Ben oui, français, oui. Eh bien, avec moi, ça n'arrivera pas, Monsieur Bourdin, car je vais supprimer le droit du sol. Et je vais considérer le droit du sol comme je vais supprimer l'acquisition quasi automatique, j'essaye d'être précise, que permet le droit du sol. Qui fait que si vous êtes né sur le territoire français et que vous avez vécu un certain nombre d'années sur le territoire français, vous pouvez acquérir automatiquement cette nationalité. Moi, ce ne sera pas le cas. La naissance sera un des critères, mais si quelqu'un né sur le territoire français, qui demande sa nationalité à 18 ans, a un casier judiciaire long comme celui de Monsieur Mera, il n'aura pas la nationalité française. Alors à 18 ans... La nationalité française s'hérite ou se mérite. Oui, mais Marine Le Pen, ce n'est pas ça qui va nous garantir contre le terrorisme. Imaginez un jeune Français qui devient Français à 18 ans, qui n'a jamais été condamné à rien, qui à 21 ans commet un acte délictueux, qui se retrouve en prison et qui est converti en prison. Monsieur Bourdin, qu'est-ce que vous... le risque zéro, je l'ai dit dans mon discours, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Mais ce qui est honteux, c'est de ne pas tout mettre en œuvre pour permettre de diminuer au maximum la menace. Aujourd'hui, on ne met pas tout en œuvre pour diminuer la menace. Monsieur Bourdin, il existe 10 000 fichiers S pour lien avec l'islamisme dans notre pays. Si déjà nos policiers et nos services de surveillance n'avaient pas à surveiller les étrangers fichiers S, déjà on en aurait moins. S'ils n'avaient pas à surveiller les étrangers condamnés, déjà on en aurait à en surveiller moins. Donc on ne se donne pas aujourd'hui les moyens de fermeté pour répondre à ce danger qui est un danger majeur. Dans quel pays au monde est-on à l'abri du risque terroriste? Mais ce n'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Le sujet, c'est dans quel pays du monde on ne met pas en œuvre l'intégralité des mesures pour s'en préserver. La Russie, c'est la France, qui est un pays très policé, que je connais parfaitement, Marine Le Pen, met en œuvre des moyens considérables pour lutter contre le terrorisme. Bourdin, regardez ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. Je n'ai pas dit, encore une fois, que le risque zéro était possible. Je dis que là, on est au risque 100%. Voilà. C'est ça la réalité, parce qu'on ne prend pas les mesures qu'on devrait prendre. Eh bien moi, je prendrai ces mesures. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux élites, aux censeurs, aux donneurs de leçons de morale. Moi, je suis là. Mais tout le monde va s'accorder pour lutter contre le terrorisme, Marine Le Pen. Mais qui a fait quelque chose? Pourquoi des fichiers S étrangers sont sur notre territoire, Monsieur Bourdin? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi? Non, mais moi, je ne sais pas répondre à des questions. Pourquoi est-ce qu'on accepte des gens qui sont étrangers et qui violent notre loi pénale et notre loi de l'hospitalité en commettant sur notre territoire des crimes et des délits? Pourquoi? Donc vous êtes prête à priver de nationalité aujourd'hui des centaines de milliers de Français dont les parents sont d'origine étrangère? Il y a des centaines de milliers de Français qui sont en lien avec le fondamentalisme islamiste. Non, mais qui ont été... Attention à ce que vous dites quand même. Mais qui ont peut-être été... qui sont délinquants, qui ont... Non? Non, monsieur, vous n'avez pas compris. Si, j'ai compris. Bon, à 18 ans, vous ne donnez pas... À 18 ans, vous ne donnez pas la nationalité française. On est bien d'accord. Mon propos. Voilà. Je veux que ceux qui deviennent Français le méritent. Et à partir du moment où ils le méritent, où ils sont des Français de cœur, je les traiterai exactement comme n'importe quel autre Français. Ils doivent le savoir. Voilà, ils doivent le savoir. Pourquoi est-ce que quand même vous avez dit, avec moi il n'y aurait pas eu de Mera? Est-ce que vous n'êtes pas allé loin en disant cela? Non, monsieur, je crois... Est-ce que vous n'avez pas essayé de récolter des voix sur le dos des victimes? Non, écoutez... J'ai lu ça. Non, mais vous pouvez... pose la question. Non, mais ça, des horreurs de vos collègues, vous en lirez, il n'y a aucun problème. Mais les Français, ils savent ce que je veux dire. Ils savent encore une fois que les mesures que je propose doivent être mises en œuvre immédiatement, que je les mettrai en œuvre parce que moi je veux les protéger. C'est ma mission essentielle, protéger les Français. Et donc
encore une fois, je répète, le terroriste de Nice était un étranger tunisien qui avait commis un délit sur le territoire, qui avait été condamné pour cela. Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit sur le territoire français. Mais il a commis quel délit ? Écoutez, bon. Il avait été condamné, je vous le confirme. Entrée en France, Schengen ou pas Schengen ? Non mais ne levez pas les yeux au ciel, c'est facile de se moquer. Entrée en France, Schengen ou pas Schengen ? Dès mon arrivée, dès mon élection. Bon. Mais est-ce que vous croyez que Schengen ou pas Schengen... Attendez, moi je termine ma question. Est-ce que vous croyez que Schengen ou pas Schengen, la frontière franco-belge deviendrait tout à coup infranchissable, par exemple ? Dès mon élection, je rétablirai les frontières nationales. Je suis la seule candidate à le proposer. Monsieur Fillon dit que les frontières sont un leurre. D'ailleurs que l'immigration n'est pas un problème. Monsieur Macron, il veut imposer des quotas d'immigration. Oui, enfin, on nous avait déjà promis ça, excusez-moi, en 2007, les quotas d'immigration. Honnêtement, les quotas, ça a été des gros quotas parce qu'il y en a eu 200 000 par an d'immigrés légaux. Donc ça n'a pas de sens. Bon, et je parle même pas de 2004, où Monsieur François Fillon disait, en face du déni, les extrêmes prétendent qu'on peut fermer les frontières comme si l'immigration était la cause de nos problèmes. Bon, il a été en partie la cause de nos problèmes, cette immigration dérégulée. La preuve, c'est que 4 terroristes du Bataclan s'étaient glissés dans les flux de migrants pour venir commettre leurs attentats sur notre territoire. 22 terroristes, 4 étrangers depuis les attentats terroristes, 22 terroristes, 4 étrangers dont 2 voilà. migrants. Donc voilà, sans compter le terroriste, je crois que c'était celui de Stockholm ou je ne sais plus, de Londres ou qui avait traversé 4 frontières sans que personne ne l'intercepte. Donc je veux immédiatement retrouver nos frontières nationales. Nos frontières nationales, c'est pas seulement d'ailleurs les frontières physiques, c'est aussi la capacité de pouvoir accorder ou ne pas accorder l'autorisation de venir sur notre territoire. Je reviens à la Russie, c'est ce que font les Russes, terroristes ouzbeks à Saint-Pétersbourg. Oui, avec des frontières, vous les connaissez ces frontières. Oui, mais encore une fois, Monsieur Bourdin, je l'ai dit et je le répète, le risque zéro n'existe pas. Mais la responsabilité du politique, qui ne met pas tout en œuvre pour tenter de parvenir à ce risque zéro, eh bien, objectivement, il allie l'incompétence à l'impuissance. Et moi, je ne le veux pas. Alors, parlons d'immigration. Vous proposez un moratoire total, immédiat, sur l'immigration légale. Sur les visas de longue durée. Voilà, sur les visas de longue durée, nécessaires pour entrer et séjourner en France plus de 3 mois. Oui. C'est cela. À qui ça s'applique ? Tout le monde. À tout le monde. Je veux un moratoire de quelques semaines pour faire le point sur l'immigration, car je crois que l'immigration et le niveau de l'immigration et les critères d'immigration sont un des secrets, en quelque sorte, les mieux gardés de notre pays. Hors espace européen, on est bien d'accord, et suisse, puisque... Non. Très entre nous, comme j'aurais suspendu Schengen et retrouvé nos frontières nationales... Pour tout le monde. Ce sera pour tout le monde. Voilà. Moi, je veux faire le point. Je veux aller devant les Français, leur dire voilà la situation aujourd'hui. Je veux mettre en place des nouveaux critères, savoir qui j'accepte et qui je n'accepte pas dans le pays, dans le cadre encore une fois de la protection des Français. Je considère que l'immigration est un poids qui est devenu insupportable, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur l'aggravation de l'insécurité que cette immigration massive suscite, que ce soit sur les dévoiements du droit d'asile auquel on assiste. Les dévoiements de l'immigration, des filières d'immigration sanitaire, voilà. Je veux remettre les Français dans leurs droits, et remettre les Français dans leurs droits, c'est leur redonner la maîtrise de qui vient chez eux, c'est aussi leur redonner la priorité d'accès et au logement social et à l'emploi. Alors Marine Le Pen, donc tout le monde est concerné, les travailleurs salariés, les étudiants, les visiteurs, les stagiaires, les salariés détachés, les personnes venant exercer une activité commerciale en France, tout le monde est concerné. Les visas de longue durée. Oui. Mais ça ne veut pas dire que... Plus de 3 mois en France, non, mais ça ne veut pas dire que... C'est quelques semaines, Monsieur Bourdin. Essayez pas de jouer le catastrophisme. Je joue pas le catastrophisme. Avec des mesures qui sont des mesures rationnelles. Non, ce sont des mesures rationnelles. Je joue pas ce sont des mesures de bon sens. Je viens travailler, je suis chinois, je viens travailler plus de 3 mois en France. Ce sont des mesures sérieuses. Ça va durer quelques semaines. Dans le pire des cas, il y aura 2 visas de courte durée qui se succéderont. Il n'y a pas de difficulté. Moi, mon objectif n'est pas de gêner les braves gens. D'accord ? Ça n'est pas de gêner l'économie, ça n'est pas d'appliquer des mesures injustes. C'est de se donner la capacité de faire le tri entre les gens malfaisants qui entrent, ou les gens, c'est-à-dire qui ont une mauvaise... une mauvaise volonté dans notre pays, ou une volonté de nuire, et ceux qui ne représentent absolument aucun danger pour notre pays. J'ai entendu dans vos meetings, la France aux Français, on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous.
Marine Le Pen? Bah écoutez, Vous honnêtement, reprenez ce... non mais c'est ce que beaucoup de Vous le Français pensez, ressentent. Je pense qu'il y a un vrai sentiment de dépossession. Les Français ont le sentiment d'être dépossédés. Ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur identité. Ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur système de protection sociale, de leur souveraineté. Et honnêtement, ce « on est chez nous » d'ailleurs, qu'ils scandent parfois, ils ne le scandent pas seulement lorsqu'on parle d'immigration. Ils le scandent quand on parle de l'école. Ils le scandent quand on parle de la nécessité de rendre, encore une fois, aux Français une priorité dans l'accès au logement. Voilà, c'est ce sentiment de dépossession qui est très... 10 000 entrées légales. Mais c'est un cri d'espoir en même temps, vous savez, c'est un cri d'espérance. Vous voulez instaurer 10 000 entrées légales par an à peu près, hein, c'est ce que... Un solde de 10 000. Un solde de 10 000, oui, parce qu'il y a 200 000 entrées à peu près légales par an. 230 000. 230 000. Ah oui, mais ça a augmenté sans que personne ne le voie. Il faut faire sortir combien de personnes par an? C'est la différence, le solde, c'est la différence entre ceux qui entrent et ceux qui sortent. 220 000, quoi. Voilà. 220 000... Mais il y en aura peut-être pas 230 000 qui rentreront, croyez-moi. Bon, parce que encore une fois, là aussi, il y a un problème économique, Monsieur Bourdin. Oui. Comment est-ce qu'on justifie de continuer à faire entrer sur notre territoire des étrangers alors que nous avons 7 millions de chômeurs? C'est ça, c'est une vraie question. Bon, comment est-ce qu'on continue à faire entrer des centaines de milliers de personnes alors qu'on sait que notre système des étrangers de santé... qu'il y a tant de chômeurs? Mais c'est pas le problème, c'est ils viennent pour faire quoi s'il n'y a pas d'emploi? Pour faire quoi? Donc ils vont donc être pris en charge. Ils vont donc être pris en charge par la communauté nationale. C'est-à-dire par l'aide sociale. Sauf que l'aide sociale, moi je veux quand même qu'il aille en priorité aux petites retraites, qu'il aille en priorité aux handicapés, dont je veux voir augmenter l'allocation, au minimum vieillesse, dont je veux voir augmenter le niveau. Vous voyez, c'est un choix politique. Je comprends qu'on partage un autre choix que celui-là. Mais moi, mon choix, c'est de dire, compte tenu de la situation, ce sont les Français et les plus faibles d'entre eux qui doivent être prioritairement les bénéficiaires de notre solidarité nationale. Pourquoi est-ce que vous affirmez que la population immigrée ne travaille pas ou travaille moins? Tout simplement parce que le niveau de chômage de la population immigrée est supérieur au niveau de chômage des 56% des Français. Chez les immigrés, 57%. Oui. Quoi, 57% de chômage chez les Français? Chez les immigrés, 56% de la population immigrée. Et au chômage. C'est à peu près le même taux? C'est pas le même taux, il n'y a pas 56%. Est-ce que vous avez pris le RER tôt à 7h du matin? Est-ce que vous avez pris... Je vous pose la question. Non mais Monsieur Bourdin, je vous en supplie. Il y a 56% d'actifs chez les immigrés, 57%... Non, il y a plus de chômeurs. Chez les non-immigrés. Non mais vous ne pouvez pas faire ce calcul-là, parce que c'est un calcul biaisé. Le chiffre de l'INSEE. Non, c'est un calcul biaisé, parce que ce qu'il faut, c'est regarder le taux de chômage chez les majeurs. Il y a autant d'actifs chez les immigrés que chez les Français. Chez les majeurs. Il y a plus d'immigrés au chômage, Monsieur Bourdin, qu'il n'y a de Français au chômage. Bon, la question, c'est quand il y a du chômage. Contre 8. Bon, alors c'est un problème de fond. Quand il y a du chômage, est-ce que il est normal, moi je le trouve, de demander à ce que on s'attache à trouver un emploi aux Français en priorité? Eh bien, c'est mon projet. Moi, mon projet, c'est de dire en France, les Français, ils n'ont qu'un seul pays, c'est le leur. Donc ils ne peuvent pas, on va pas les envoyer. Je sais bien qu'il y a beaucoup qui souhaitent faire de nous une société nomade avec la mobilité. Si vous trouvez pas d'emploi en France, pas grave, vous avez qu'à aller je ne sais où. Moi, je ne veux pas. Je veux que les Français aient le droit de vivre chez eux, qu'ils aient le droit d'ailleurs d'étudier dans leur ville, de travailler dans leur pays et de ne pas être obligés de partir de leur pays pour réussir. Oui, mais quand vous dites la population immigrée ne travaille pas, est-ce que vous ne... Si. Non, je n'ai pas dit. Pourquoi vous l'avez affirmé? Mais non, Monsieur Bourdin, j'ai dit que sur les gens qui entrent sur notre territoire, qui a un boulot? Vous avez dit la population immigrée ne travaille pas. Qui a un travail? On importe des chômeurs, Monsieur Bourdin. Voilà ce que j'ai dit. On importe des chômeurs. Et c'est la réalité. Et encore une fois, je suis la seule à le dire. On importe des chômeurs parce qu'on a 7 millions de chômeurs dans notre pays, déjà. Voilà. Et c'est eux à qui on doit trouver un emploi. Et pour ça... il y a tout un projet qui est le mien, qui vise à changer le modèle économique de la France, à mettre en œuvre du protectionnisme intelligent, à mettre en œuvre du patriotisme économique pour donner un avantage aux entreprises françaises dans la commande publique. Oui. Voilà, tout cela, baisser les charges des TPE-PME, parce que je crois que ce sont les TPE-PME qui sont les murs porteurs de notre économie, et ce sont elles qui doivent bénéficier des aides, et pas les grands groupes, comme ça a été fait avec le CICE à la demande de Monsieur Gattaz, et comme c'est fait d'ailleurs depuis
des années, parce que ça fait 10 ans déjà que les TPE-PME, les indépendants sont abandonnés, sont oubliés, alors que les grands groupes, eux, bénéficient toujours de beaucoup de complaisance de la part des gouvernements. Bien, Marine Le Pen, on va parler aussi de l'Europe. Quelques mots juste après 9h, il est déjà 8h55, et on va parler de vous. De manière un peu plus personnelle. On va parler d'Europe, on va parler de l'euro, puisque vous voulez que la France abandonne l'euro. Nous allons voir dans quelles conditions, quelles conséquences. Allez, 8h55, deuxième partie jusqu'à 9h25, c'est dans 3-4 minutes. Marine Le Pen, notre invitée ce matin, à tout de suite. Il est 9h, Marine Le Pen est toujours avec nous pour son entretien d'embauche, seconde partie. Marine Le Pen, quelques mots avant d'entrer sur une partie plus personnelle. Vous voulez abandonner donc l'euro, hein, si vous arrivez au pouvoir, on est bien d'accord. On passe au franc. Quel franc? Je veux renégocier, encore une fois, nos 4 souverainetés, territoriale, monétaire, économique et législative. Voilà. Moi, je vais vous dire, je pense que, et je suis pas la seule, l'euro va mourir. Et l'euro va d'autant plus mourir que la Banque Centrale Européenne arrête le quantitative easing, c'est-à-dire la machine à fabriquer des billets. Elle a baissé de 30% sa fabrication de monnaie. Or, cette fabrication de monnaie, elle a été faite pour sauver l'euro. Donc ça veut dire qu'il se désengage du sauvetage de l'euro. Donc je pense qu'il faut se saisir de cela dans la concertation avec l'ensemble des nations pour envisager le retour à une monnaie nationale sans qu'on attende le chaos, sans qu'on attende l'explosion qui pourrait arriver, car Monsieur Fillon d'ailleurs l'a admis lors du débat. Il a dit oui, il va y avoir une très grave crise financière, mais elle va avoir des conséquences. Elle va avoir des conséquences, elle risque d'entraîner des défaillances bancaires et donc de nous faire... Pourquoi brandir cette crainte, cette menace, de la crise financière? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Exactement ce que je viens de vous dire. Exactement ce que je viens de vous dire. D'abord, tout le monde sait encore une fois que l'euro n'est pas viable. Enfin, il y a beaucoup de prix Nobel d'économie, même si ils font des tribunes contre moi, qui disent il n'est pas viable. Non mais ils le disent. Non mais je parle pas de Jean Tirole, je parle de Stiglitz, je parle de Krugman. Ils ont dit ça n'est pas viable. Alors ils disent il y a 2 solutions. Soit vous abandonnez l'intégralité de votre souveraineté à un super État européen. Or moi je ne le veux pas. Si la condition pour sauver l'euro, c'est ça, c'est non, en ce qui me concerne. Bon, alors, un franc, on est bien d'accord, un nouveau franc, en quelque sorte, qui remplace l'euro. Oui, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, non, mais moi aussi, très important. Comme vous voulez. Ouais. L'important, c'est que ce soit les Français qui maîtrisent leur monnaie, comme 95% de nos créanciers sont étrangers, quand même. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, Monsieur Bourdin. Et pourquoi? Mais ça n'a aucune importance, car ce qui est important, c'est en quel droit est libellée notre dette. Est-ce que c'est en droit étranger ou en droit français? Pas qui détient la dette ou la nationalité de qui détient la dette. Or, notre dette est à 97% ou 80% en droit français. Voilà, c'est ça qui est important. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut parler des conséquences qui ont été celles de l'euro et des espérances si on retrouve une monnaie nationale, car moi je n'ai pas une vision idéologique, je ne pense qu'à l'intérêt des Français, qu'à l'intérêt de notre économie. Cet euro, il a entraîné une augmentation des prix. Voilà, tout le monde l'admet, l'INSEE le refuse de le dire, mais c'est une réalité. Tout le monde l'admet, tout le monde l'admet, Monsieur Bourdin. Tous ceux qui nous écoutent savent qu'au moment où on est passé à l'euro, ils ont vu le prix d'un certain nombre de produits exploser. C'est le cas de la tasse de café au bistrot. Bah si. Non. Bah si. Bah je suis désolé, si. Bon. Voilà. Alors certes les écrans plats. Sur les chiffres non, vous avez raison. Mais voilà, il y a ça. Ça ne sert à rien. L'euro, c'est des sommes considérables pour sauver l'euro depuis des années, 70 milliards. Et puis il faut quand même pas oublier qu'à l'Union européenne, on donne 9 milliards d'euros par an quand même. Qu'elle garde, hein. Sur un budget de combien? Qu'elle garde, hein. Sur un budget de combien? C'est-à-dire? Le budget de la France. Et 2000 milliards, mais quel est le rapport? Non, le budget c'est pas 2000 milliards. Le PIB, 2000 milliards. Mais quel est le rapport avec ça? On donne le budget est à 380 milliards. On donne 23,5 milliards. Donc ça fait 8 milliards ou 9 milliards sur 380. D'accord. Alors moi je vais vous dire ce que je fais. Le budget est 380 milliards. Alors moi je vais vous dire ce que je fais avec ces 9 milliards. Avec ces 9 milliards, je baisse la taxe d'habitation pour les plus pauvres. Avec ces 9 milliards, j'augmente le minimum vieillesse. Je revalorise l'allocation adulte handicapé de 20%. Je crée 15 000 postes de policiers et 6 000 postes de douaniers. Je mets en place la protection logement jeune, c'est-à-dire une augmentation de 25% de l'aide au logement pour les jeunes. Je revalorise le point d'indice des fonctionnaires qui a été gelé depuis des années et je baisse les droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire. Voilà tout ce que je suis capable de faire avec 9 milliards. Donc je veux retrouver ces 9 milliards. Je veux rendre leur argent aux Français. Je veux que ce soit eux qui puissent en bénéficier. Or aujourd'hui, ces 9 milliards, ils sont perdus chaque année. Chaque année. Marine Le Pen, on va parler de vous un peu.
D'accord. Et à travers vous, d'ailleurs, certaines prises de position. Est-il vrai que vous vous trouvez un peu abrupte parfois? Oui. Ah bon? Ah oui. Ah bon, avec qui? Oui. Bon, vous le reprochez? Oui, ça m'arrive, oui. Oui, bah vous voyez, je suis un peu j'ai un caractère, quoi. Voilà, j'ai un caractère. Je suis une femme de caractère, donc il m'arrive d'être un peu abrupte. Je suis quelqu'un qui suis aussi extrêmement sincère, extrêmement convaincu. Quand je viens défendre une idée, je suis parfois emporté par ma conviction. Et puis aussi est-ce que vous êtes emporté, parfois fragilisé par d'autres idées venues d'ailleurs, des idées, je ne sais pas, moi, politiquement, je parle politiquement. Et parfois, vous vous dites, tiens, tel candidat, ah oui, ça, c'est... Mais bien sûr que ça m'arrive, évidemment. Encore une fois, je suis pas du tout sectaire. J'entends des propositions quand elles sont intéressantes, intelligentes, même si elles ne viennent pas de chez moi. Et d'ailleurs, Monsieur Bourdin, nous sommes à peu près les seuls dans les conseils régionaux à voter très souvent des textes de l'opposition politique, qui souvent est la majorité, comme vous le savez. Mais l'inverse n'est pas vrai. Est-ce que vous savez que nos adversaires politiques, quand on dépose un amendement... Vous votez beaucoup en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour... Oui. En Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui. Je suis pas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais... Non, mais je vous parle. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on dépose un amendement... Région Provence-Alpes-Côte Vous savez, quand on dépose un amendement, eh bien, nos adversaires votent contre, ils redéposent le même amendement sous leur nom pour pouvoir voter pour. Est-ce que vous croyez que c'est pas complètement infantile et sectaire? Bien, vous êtes, je vais pas donner votre âge. Vous pouvez. Je peux. Vous êtes né le 5 août 1968. C'est bien cela? Exactement. Je ne me trompe pas. Troisième fille de Jean-Marie Le Pen. Une enfance à la fois aisée, mais en même temps pas toujours facile. Hein, Marine Le Pen. Bien sûr, être la fille de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas toujours été facile, en effet. Et pourquoi? Bah d'abord parce qu'à 8 ans, nous avons été victimes d'un attentat qui a détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel nous étions en train de dormir. Alors justement, vous avez découvert, tiens, je vais m'arrêter là. Vous avez découvert un peu la politique à ce moment-là. En fait, vous avez découvert que votre père faisait de la politique à ce moment-là. On a les images, regardez les images. On voit les images. Oui, c'était extrêmement impressionnant. Vous aviez 9 ans. J'avais 8 ans. 8 ans. Oui. 5 kilos de dynamite. Oui, enfin, je sais pas combien de kilos, mais ça a fait des sacrés dégâts parce que ça a soufflé donc l'immeuble dans lequel nous étions en train de dormir. Et par miracle d'ailleurs, personne n'est mort. Il y a même un bébé d'1 an qui a été projeté du 5e étage et qui n'a eu qu'un bras cassé. Ils avaient appelé ça les journaux le miracle de la Toussaint car ça s'était passé la nuit de la Toussaint. Étudiante ensuite, le droit. Oui. Hein, vous êtes devenue avocate. Alors, paraît-il que vous étiez assez fêtarde quand vous étiez étudiante, c'est vrai? Oh, j'étais fêtarde, surtout quand j'étais en vacances. Oui. Mais bon. Vous alliez notamment au Cœur Samba. Moi, j'ai connu le Cœur Samba. Oui, j'ai dû y aller une ou deux fois, mais oui. D'accord. Oui. Bon. J'aime la fête, mais les Français aiment la fête. Oui. Il faut pas s'en scandaliser, il faut pas reprocher ça. Quand on est jeune, faire la fête, c'est tout à fait normal. Et ce qu'on aimerait tous, c'est que nos enfants puissent faire la fête sans cette inquiétude qui pèse au-dessus de nos têtes. 17 ans, votre mère quitte le foyer familial, ça marque. 16 ans, oui, 16 ça ans, s'est fait dans des conditions assez brutales, c'est vrai, donc ça marque, et puis surtout c'était public. Oui. Voilà, c'était public, la déesse au sans-bouche s'est saisie de cela, et c'est ça qui démultiplie en quelque sorte la souffrance que l'on peut ressentir. Des relations difficiles pendant de nombreuses années, puis aujourd'hui une grande complicité. Ah, non, pas de relation du tout pendant des années. Du tout, et aujourd'hui des relations mère-fille très très proches, oui, beaucoup d'amour entre ma maman et moi. La politique, pourquoi? Et mes sœurs aussi. Oui. Hein. La politique, pourquoi? À la politique, parce que c'est... Comment êtes-vous venu à la politique? Parce que pendant longtemps, vous avez hésité, hein, quand même. Non, j'ai pas hésité, je voulais absolument pas faire de politique. Ah, justement, oui. C'est-à-dire que j'en connaissais, il faut bien le dire, tous les aspects les plus arides, voilà, les plus rudes. Vous voyez, donc je n'avais pas d'attirance. Et puis j'ai été avocat pendant un certain nombre d'années, et j'ai eu l'impression d'être en fait passif, de réparer un peu les pots cassés. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester passif dans la situation qui était celui du pays. Je voulais être acteur, faire quelque chose, voilà, agir. Et il n'y a qu'en politique que l'on peut faire cela, pour peu que l'on récupère véritablement le pouvoir politique, Monsieur Bourdin, qu'on le laisse pas à d'autres, ou à une instance supranationale, ou à l'économie. C'est pour ça que vous avez voulu le récupérer dans votre parti. Ou à l'économie, ou à je ne sais quoi, d'autre, voilà. Et donc, je me suis fait happer
par la politique, je pense que le virus qu'on a toujours en soi, en fait, s'est réactivé. J'ai vu dans la famille, même l'une de vos sœurs, mais elle a choisi Bruno Maigret. Ça fait mal quand elle a choisi Bruno Maigret ou... Oui, bon, vous savez, toute fracture dans une famille fait mal. Oui. Voilà, on a tous nos fêlures, nos bagarres Bruno dans Maigret des familles. Qui a choisi François Fillon, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est d'être capable de se réconcilier. Bon, 2002. En fait, vous apparaissez à la télévision vraiment en 2002. Hein. Oui, je veux pas y aller d'ailleurs. Vous voulez pas y aller? On me force. Tiens, on va réécouter, regarder, oui. Oui. Il souffre beaucoup, Monsieur Mélenchon notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous. Et c'est vous. Moi parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que le j'ai fait, moi? RPR, l'UDF, le PS et le PC. Vous voulez que je vous rappelle un certain nombre d'affaires? Parce que Monsieur Alphane ne le fera plus. Voilà. Il fait peur, hein? Je sais pas s'il fait peur, ça c'est votre jugement, mais je me souviens de ce fameux débat. Il a exactement le même visage que lorsque je lui ai parlé des crèches lors du débat à 11. Espèce de choses comme ça qu'il fait sortir. Jean-Luc Mélenchon qui sera là demain matin, qui avait débattu avec vous d'ailleurs ici. Il avait dit c'est qui celle-là, je me souviens. C'est qui celle-là? Eh ben, dites-moi, vous aviez fait cette apparition donc en 2002, premier plateau télé en 2002. Ah, c'était le soir du second tour de l'élection présidentielle, où personne n'avait trop envie d'aller, il faut bien le dire, expliquer ce qui apparaissait comme une défaite. Et donc voilà. Pourquoi avez-vous fait exclure votre père du Front National? Oh, ne revenons pas là-dessus. S'il vous plaît, Monsieur Bourdin. J'ai pris la direction. Mais la direction politique du Front National a pris une décision. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, était manifestement dans la provocation systématique et probablement à mon égard. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons affectives derrière cela, mais il n'en demeure pas moins qu'il tenait des propos qui n'étaient plus admissibles, qui nuisaient à notre mouvement, aux idées que nous défendons. Et voilà, bon, maintenant les choses sont faites, la page est tournée. Vous avez failli claquer la porte du Front National, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. En 2005, je crois, non? Oui, au moment des propos sur l'occupation allemande, oui, j'avais déposé ma démission du bureau exécutif et j'avais envisagé de partir. Mais parce que vous n'étiez pas en accord avec ces propos tenus. Et vous voyez, et vous savez quoi? Non. Eh bien, à l'issue de ce retrait, j'ai pris la décision de me présenter à la tête du Front National quand Jean-Marie Le Pen quitterait la tête du Front National. Donc vous voyez comme l'histoire est parfois étonnante. Elle prend. Alors il vote Marine, il l'a dit, Marine Le Pen. Oui, bon, il est patriote. Oui. Voilà, ça ne m'étonne pas. Ça vous a fait chaud au cœur, ça ne m'étonne pas de lui. Bon, c'est un patriote, il s'est battu toute sa vie pour la France et les Français, donc qu'il choisisse la candidature. Il a défendu l'Algérie française, il a défendu la colonisation. Ça, vous ne partagez pas? Mais pardon, d'abord, il l'a jamais défendu. L'Algérie française. Non mais d'accord, mais il l'a défendu. non mais ça, pardon, mais. C'est moi qui suis invité ou c'est lui? Non, mais je vous pose la question et je vous demande si vous partagez, si vous partagez ces engagements. Si vous m'invitez pour parler de ces engagements, c'est une façon de fuir la question. C'est ce qu'on appelle une interview détournée en quelque sorte. Pas détournée, c'est une façon de fuir la question de votre part. Est-ce que oui? Non, enfin, il a défendu l'Algérie française, oui, comme beaucoup de gens qui ont créé le Front National, puisque le Front National s'est créé précisément sur cette fracture de l'Algérie française. Ouais. Le Front National a d'ailleurs soutenu de toutes ses forces les rapatriés d'Algérie, a toujours défendu bec et ongle avec les harkis. La colonisation. Les harkis, je défends les harkis, je défends les rapatriés. Je pense qu'ils ont été, c'est vrai, maltraités, mal accueillis dans leur pays. Pour les harkis, ça a été encore pire. Ils ont été mis dans des camps. Le camp de Rivesaltes et d'autres. Mais la colonisation, c'est à mettre au crédit au débit de la France. Mais moi, je pense que, et chacun d'ailleurs qui est de bonne foi admet que la colonisation a beaucoup apporté, notamment puisqu'on parle de l'Algérie à l'Algérie, des hôpitaux, des routes, des écoles, même les Algériens d'ailleurs. Vous savez, même des Algériens qui étaient qui sont de bonne foi l'admettent. Mais il fallait partir. Et ils disent, mais ça encore une fois, moi je veux pas rouvrir des plaies.
Merci Monsieur Bourdin, parce que à chaque fois que j'évoque un sujet, ça crée... Mais pardon, c'est vous qui avez rouvert les plaies en parlant par exemple de la rafle du Veldiv, c'est pas moi, hein, Marine Le Pen. Non, bah d'abord Monsieur Bourdin, pour être tout à fait honnête, c'est Monsieur Mazerolle qui m'a posé la question et vous le savez très bien. Et encore une fois, j'ai rappelé la position qui était la position gaullienne. Voilà. Gaullienne ? Oui. Vous avez rompu le consensus ou pas sur cette affaire ? Mais il n'y a pas de consensus, il n'y a jamais eu de consensus. Y compris dans la famille gaulliste, il n'y a pas de consensus. Monsieur Guénaud. Alors je vous dis ça parce que Jacques Chirac Guénaud, avait tiré un trait définitif. Mais Jacques Chirac l'a fait. Mais en l'occurrence, sur cet épisode De Gaulle, triste de l'histoire française. Mitterrand, Badinter était en désaccord avec cela. Monsieur Guénaud est en désaccord. Monsieur Chevènement est en désaccord. Monsieur Finkielkraut est en désaccord. Donc non, il n'y a pas de consensus. Il y a un débat juridique. Bon, voilà, chacun. Est-ce que vous mais ce qui est honteux, c'est de mener sur cette base une campagne abjecte à mon égard. Abjecte. Objectivement, je le dis, on peut pas tout se permettre contre un adversaire politique. Et là, la mauvaise foi l'a disputé à l'abjection, je trouve, à mon égard. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous revenez sur la loi Guessot ? Non. Qui réprime les propos négationnistes ? Non. Non, parce que je sais qu'il y a débat, même en dehors de l'extrême droite il y a débat. Oui, c'est pas très personnel tout ça, mais bon. Non, mais si, parce que ce sont des engagements. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Ok. Non. Vous êtes senti touché par tout ce qu'on a dit sur la rafle du Veldiv, donc c'est personnel. Oui, effectivement, quand on me traite de révisionniste et de négationniste, permettez-moi de vous dire que non seulement ça me touche, ça me blesse, je trouve ça honteux, honteux. Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi vous avez parlé des protestants. Alors, j'ai pas très bien compris. Alors, une fois Richelieu. Mais non, mais une fois de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Ça n'est pas moi qui ai parlé. On m'a demandé, est-ce qu'il y a un personnage qui vous inspire? J'ai dit oui, Richelieu. J'ai de l'admiration pour le personnage politique. Il a été créateur de l'État français moderne. Il a ramené les grands à leur devoir. Il a créé l'Académie française et la journaliste m'a dit il n'a pas été très gentil avec les protestants. Gentil, c'est peut-être pas le mot, mais il a massacré par exemple 20 000 protestants à La Rochelle. Non, mais je parle simplement, plus que ça. À La Rochelle. Je crois que c'était près de 150 000. Il a révoqué l'édit de Nantes. Voilà. Enfin, c'est pas lui. Non, c'est pas vrai. Lui. Non, puisqu'il a justement ils ont fait après La Rochelle la paix d'Alès en 1629, qui fixait la liberté du culte et qui mettait les protestants à égalité avec les catholiques. Donc j'ai juste rappelé qu'à l'époque, les protestants, avec l'aide de l'Angleterre, avaient cherché en réalité à créer l'État. Non mais d'accord, à créer l'État dans l'État. Voilà. Et c'est tout. Bon, je n'ai rien contre les protestants. Enfin, écoutez, Monsieur Bourdin. Non mais il faut quand même accepter qu'on puisse faire des références historiques dans notre pays, ou alors on raye l'histoire de France. Et je ne souhaite pas. Mais est-ce que la révocation de l'édit de Nantes a été une bonne décision ou pas? Quand on voit que certains protestants, sérieusement, cherchent à me faire querelle d'avoir évoqué Richelieu, je pense que c'est pas raisonnable. Non. Voilà. De la même manière, quand j'évoque Jeanne d'Arc, liberté de voilà. culte mais quand j'évoque Jeanne d'Arc, on va pas me faire le procès de soutenir les tueurs en série au motif qu'un de ses compagnons d'armes était Gilles de Rais. Vous voyez, je crois qu'il y a une déraison en ce moment sur ces il y a une déraison qui fait qu'on cherche à faire dire à des responsables politiques des choses qu'ils ne disent pas. Moi, je pense que par exemple une figure comme Richelieu est une grande figure de l'histoire de France et que donc il faut pas le réduire à un massacre. C'est un peu une dérive. Bon. De quoi vivez-vous? Je vis de mes indemnités de député européen. Vous vivez de l'Europe depuis combien de temps? Non, je vis pas de l'Europe. Enfin, de l'Europe. De votre travail au Parlement européen? Non, je vis pas d'un travail. Je vis du mandat c'est une activité que m'ont accordé les nombreux Français qui ont voté pour moi depuis 2004 et qui payent des impôts pour pouvoir permettre à leurs élus de mener la mission qu'ils leur ont confiée. Voilà, ni plus ni moins que les autres. Et je n'ai que cela comme revenu. Comme revenu, depuis 2004, on est bien d'accord, depuis 2004. Alors, où est-ce qu'on en est des affaires judiciaires? J'ai vu que votre immunité parlementaire, la demande de levée a été faite. Monsieur Bourdin, sincèrement, toute la campagne a été pourrie par ça.
Ah bon? Je l'ai dit clairement, je suis victime là. On non mais peut en regardez, parler, quand même. regardez-moi, je suis victime là d'une instrumentalisation de la justice. Je n'ai strictement rien à me reprocher, rien. Voilà. Alors, allez devant Il n'y a les- pas un soupçon. Non, il n'y a pas un soupçon répondez aux convocations, Marine Le Pen, Non, si vous il n'y a n'avez pas. rien à Il n'y a vous pas un soupçon reprocher. d'enrichissement personnel. Il n'y a pas un soupçon d'ailleurs de fictivité d'un emploi, car tous Là, les vous gens me le que dites. j'ai embauchés, Vous vous engagez, là, vous travaillent. me dites. Tous les Vous me gens dites. que j'ai embauchés travaillent. Il y a un débat, un mauvais débat, une mauvaise querelle qui m'est faite par mes adversaires au sein du Parlement européen sur pour qui travaillait Madame Untel. Est-ce qu'elle travaillait pour la présidente du Front National ou pour la députée européenne? Il se trouve que c'est la même. C'est la même, c'est celle qui est devant vous. Je suis en même temps chef de parti politique et député européen. Et je n'ai jamais manqué aux Français, Monsieur Bourdin, dans le combat que je mène pour eux. Jamais. Toute ma vie est consacrée à leur défense. Toute ma vie. Au sacrifice d'un certain nombre de choses, et vous le savez bien. De la vie familiale, de la vie amicale, voilà. C'est un combat qui prend l'intégralité de mon existence. Et la politique empiète sur votre vie personnelle, beaucoup. Mais évidemment, Énormément. mais énormément. Vous ne- Mais encore une fois, Vous interdisez toute photo de vos enfants, par exemple, tout de même. je crois que hein, c'est vous êtes, oui. il me semble que c'est Henri IV qui disait l'immense amour que je porte à la Oui. France m'a toujours tout rendu facile. Voilà. Vous interdisez toute photo de vos enfants, j'ai vu. Oui. Ouais. Oui, 3 parce que enfants. oui, bon, Dont maintenant. un qui est rugbyman, je peux le dire quand Maintenant, même. oui, hein. maintenant ils sont majeurs, mais Oui. c'est très récent. J'ai gagné 3 électeurs pour cette élection. Je pense qu'ils ont droit à leur jeunesse, voilà. Et ils ont le droit, et j'ai préservé cela, à vivre tranquillement, à ne pas être reconnus dans la rue, à ne pas être, à ce qu'on leur demande pas des comptes sur les engagements politiques de leur mère, comme à moi on m'a demandé des comptes pour les engagements politiques de mon père. Et j'ai réussi à les préserver de cela. Et vous imaginez pas la fierté de maman que ça représente pour moi, que de leur avoir permis d'avoir C'est-à-dire que une vous ne jeunesse voulez pas- tranquille. Vous ne voulez pas créer les fêlures que vous avez connues dans votre jeunesse avec vos enfants, j'imagine. Mais je veux qu'ils soient eux-mêmes, voilà, qu'ils soient envisagés comme eux-mêmes Oui. et pas comme les enfants d'eux. Et je Vous crois avez avoir souffert de ça. Mais bien sûr, j'ai souffert de ça. Je suis évidemment. la fille d'eux. Bien sûr. Et d'ailleurs, je suis encore la fille de Monsieur Bourdin, puisque beaucoup de journalistes ne cessent de me renvoyer à mon père. Mais je alors, lis quelle même, différence je avec lis votre- même, je alors, lis même, quelle est la voyez, différence entre dans les votre- dépêches de Oui. l'AFP, je Oui. lis même, la fille de Jean-Marie Le Pen a dit que. Alors moi, je viens aussi porter, excusez-moi, mais un message, peut-être vous direz féministe. Les femmes ne sont pas que les épouses d'eux ou les filles d'eux. Voilà. Ça, c'est un petit signal à destination J'ai même- de l'agence France Presse. Un temps, votre père souhaitait que vous abandonniez son nom. Oui. Ne rappelez pas Bah, des mais- propos qui étaient mais outranciers et qui, à mon avis, étaient des propos liés à la blessure affective qu'il a ressentie de la décision politique qu'il m'a obligé à prendre. Marine Le Pen, vous adorez les chats. Oui, j'ai une passion pour les chats depuis toujours. Vous étiez même en pleurs le jour où votre chat était dévoré par les chiens de votre père. Mais oui, bien sûr, j'ai Ouais. pas honte de cela. L'affection qui lie un animal de compagnie à son maître, et je crois que beaucoup de Français partagent cette affection, fait qu'il devient un membre de votre famille. Voilà. Et moi, mes chats sont des membres de ma famille. Vous aimez les animaux. Est-ce que vous iriez voir une corrida? Non, Vous l'interdiriez? non. Je ne l'interdirai pas. Je l'interdirai pour les enfants de moins de 13 ans, parce que je pense que c'est pas un spectacle pour eux. Mais je n'apprécie pas cela. C'est une tradition qui est régionale, d'ailleurs, qui n'est pas nationale. Hein. C'est une tradition régionale. Mais je vous avoue que c'est un spectacle qui me rebute. Fan de séries télé? Enfin, pas toutes quand vous avez le temps. Oui, j'aime bien. Oui, j'ai lu ça. Bon, vous aimez bien ou pas plus. Votre livre de chevet, j'ai vu La légende des siècles de Victor Hugo. Ah, c'est oui. une légende qu'on se construit ou pas? Non, c'est pas une vraiment, légende. C'est vraiment non, votre livre. j'aime beaucoup Victor Hugo. Je trouve ça d'une grande Et richesse. qu'est-ce que vous j'aime lisez ça. en ce moment? En ce moment, strictement rien, Monsieur Bourdin. Vous n'avez pas Vous le voyez, temps. je lis mes notes, je lis les multiples textes que l'on m'envoie, des chiffres qui n'en finissent plus, que j'essaye de retenir parfois sans avoir un grand succès, vous voyez, parce que on nous demande, en fait, nous responsables politiques et candidats, d'être des experts de tout. Et peut-être il est temps de dire que le président de la République, c'est celui qui a une vision. C'est celui qui a une vision des équilibres, c'est celui qui a un
caractère, qui a des qualités pour résister aux pressions, qu'elles soient d'ailleurs économiques, qu'elles proviennent de lobbies pharmaceutiques, d'assureurs, mais aussi qui soit capable de défendre les Français sur la scène internationale, c'est-à-dire qui est une stature, une conviction forte, une autorité, parce qu'il faut que le président de la République française ait de l'autorité pour défendre les Français. Nous ne sommes pas obligés de tout connaître de la mécanique des fluides, de tel pourcentage ou de tel... vous voyez, je pense qu'il y a là aussi peut-être une dérive. Il y a des ministres pour ça, il y a une administration pour cela. Et peut-être qu'un des grands chantiers... Est-ce que vous avez réfléchi? Bien sûr, j'ai réfléchi, évidemment. Oui. Mais j'attends que les élections se déroulent parce que moi, je suis en train de créer une majorité présidentielle. Je pense que confronté au choix qui sera celui du second tour... Avec qui? Ben c'est bien la question. Mais par exemple, si c'est... c'est bien la question. Ça change pas grand-chose en réalité. Parce que M. Macron et M. Fillon... Oui. Est-ce que vous avez vu une énorme différence dans les grands choix qui ont été faits? Sondage Cevipof pour Le Monde, je vous coupe, vous voyez que ça m'arrive de vous couper. Macron, vous battrez 61-39, Fillon 55-45, c'est plus serré, et Mélenchon 57-43. Oui, bon, j'ai pas une grande confiance dans ces sondages de second tour. Mais on voit bien qu'il n'y a pas eu une grosse différence dans la politique qui a été menée dans les 10 dernières années, quand même. Il n'y a pas eu de rupture franche, avec des choix, je sais pas, moi, sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur les directives détachement des travailleurs, sur toute une série de sujets. Donc en réalité, Fillon ou Macron, ça n'est qu'une forme de continuité du système. Je veux dire, c'est la continuité de la politique menée depuis des années. Moi, clairement, je ne suis pas dans cette continuité. Et Mélenchon? Mélenchon, c'est Tsipras, là, depuis hier. C'est Tsipras avant d'avoir lutté. Je veux dire, puisqu'il a indiqué que quoi qu'il en soit, il irait négocier avec l'Union européenne, mais que de toute façon, il conserverait tout l'euro, l'Union européenne, etc. Nous verrons ce qu'il dit demain. Le problème, monsieur Bourdin, c'est quand vous allez négocier mais que vous ne faites pas le bras de fer, vous négociez à plat ventre. D'après vous, qui gagne dans ces cas-là? On va terminer avec une chanson, tiens. D'accord? Écoutez. Et si l'on revient moins riche, qu'est-ce que ça peut... Oui, j'aime beaucoup Michel Sardou et j'aime particulièrement cette chanson. Ouais. Et Dalida. C'est un petit peu la tentation de Venise qu'il raconte là. Et Dalida aussi que vous aimez. Oui. Ça c'est très connu. Je la chante mais je ne le ferai pas. Ah bon? Vous n'êtes pas comme Jean Lassalle qui chante très bien d'ailleurs. Oui, très bien. Très bien. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir ce matin. Merci à vous. Il est 9h27 demain, à votre place, Jean-Luc Mélenchon, et vendredi, Benoît Hamon.